La cybersécurité est une ardente obligation. La transformation numérique est à notre portée. Et cette transformation numérique, elle est porteuse d'extraordinaires progrès. On assiste à un véritable chambardement. On parle de révolution digitale ou de révolution numérique. Moi, je préfère une définition qui est beaucoup plus large encore, qui est l'informatique anthropologique. Tout est possible, mais la mutation ne peut se faire qu'en cybersécurité. La cybersécurité est la condition d'ouverture des champs des possibles. Pourquoi cette cybercriminalité, par contre, la cybercriminalité va-t-elle empirer? Eh bien, à mon avis, la cybercriminalité va empirer pour deux raisons. Il y a deux transferts. Le premier transfert, c'est le transfert de la délinquance classique. Une escroquerie sur Internet, ça rapporte beaucoup plus et c'est beaucoup moins dangereux que l'attaque d'une banque, par exemple. Jamais on n'a été aussi proche de sa victime et jamais on n'a été aussi loin de son juge. Le transfert de la délinquance vers l'espace numérique de ce fait s'accélère. Le deuxième transfert, c'est le transfert de la conflictualité. Alors on était habitué aux guerres, et plus récemment, aux guerres larvées. Et bien maintenant, la conflictualité s'exerce dans l'espace numérique, et plutôt que de s'en prendre à un État, en envoyant des divisions armées, eh bien on conduit des guerres cybernétiques. Et on utilise des tiers attaquants, des mafias, des groupes terroristes, des mercenaires contemporains. On fait agir cette cybersécurité donc je parlais des tiers attaquants, on fait agir quelqu'un d'autre à sa place pour nuire aux intérêts d'un État. On le fait au travers de personnes, au travers des entreprises, au travers des administrations ou des organisations. Le CESIN, c'est le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. Eh bien, ce CESIM, dont je connais bien le président, Alain Bouillet, avec Opinion Way, ont lancé en 2015 une première grande enquête auprès de ses membres. Le but était de connaître la perception de la cybersécurité et de ses enjeux au sein des entreprises et de connaître d'autre part la réalité concrète de la sécurité informatique des entreprises. Alors on a récemment pris connaissance d'une étude quantitative qui a été réalisée auprès de 174 membres du CESIM à la fin de l'année 2018 et ça montre que 80% des entreprises ont subi au moins une cyberattaque avec pour conséquence le ralentissement ou l'arrêt de la production, que ce soit des biens ou des services, l'indisponibilité du site web, le retard sur la livraison client, la perte du chiffre d'affaires ou d'autres impacts. Eh bien, ces attaques subies, à 73% c'est du phishing, à 50% c'est de l'arnaque au président, et 44% c'est de l'infection par un malware ou un ransomware. Et puis, il existe des attaques beaucoup plus sophistiquées. À titre indicatif, j'assure des cours à Télécom Sud Paris sur les relations entre l'intelligence économique et la cybersécurité. Et les participants qui suivent ce master de très bon niveau, en général sont ingénieurs, sont très techniques. Et je leur posais la question l'autre jour, mais je disais, des gens comme vous, en hacking, combien de temps il vous faut pour hacker une PME? Et ils me disaient, une demi-heure, 1 heure. Ça donne d'ailleurs l'idée de ce qu'on appelle le bug bounty, qui est le fait légal de se mettre en situation de hacking et de voir les failles de l'entreprise, qui sont des choses vraiment plus techniques. Alors, les PME, les PMI, les TPE sont très vulnérables. Dans l'étude du CESIM qu'on vient de le faire, les membres du CESIM en général sont des grandes entreprises, des grands groupes. Eh bien, ces PME, ces ETI, ces PME, ces PMI, ces TPE
en fait, elles sont un peu les oubliées. C'est la raison pour laquelle on a organisé une conférence débat le 14 mars à l'ISEP. L'ISEP, c'est l'Institut supérieur d'électronique de Paris, afin de les informer. Ce sera leur conférence et j'animerai, je serai entouré d'une petite quinzaine d'experts. Alors, en fait, ce que je crois, moi, c'est que les dirigeants de PME et de PMI, ils doivent savoir passer de la cybersécurité à la cybercompétitivité. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la relation avec la donnée. Ça s'appelle être data-driven. C'est-à-dire de comprendre que la data permet de la création de valeur. Et en fait, il faut transformer cette contrainte qui est les cyberattaques pour en faire un espèce de levier et une occasion de transformation numérique. Alors, dans mes pérégrinations, j'ai rencontré, que je vous présente, j'ai eu le plaisir de rencontrer Luc Barranger. Luc Barranger, je l'ai rencontré à Eurolink, puisque nous avons un ami commun, c'est Louis Pouzin, qui est un des pères d'Internet. Donc, Luc est un spécialiste technique des problèmes de cybersécurité. Nous sommes sur une chaîne que j'ai créée sur les problèmes de l'innovation. Donc je lui ai proposé, et il a accepté, ce qui me fait très plaisir et je le remercie, de faire une espèce de conversation filmée, comme les autres vidéos que j'ai faites, sur ce thème de l'innovation en termes de cybersécurité. Puisque c'est un jeu permanent des gendarmes et des voleurs. Donc de ce fait-là, je voudrais d'abord que Luc se représente un peu. Parle-nous un petit peu d'Eurolink, on s'est connus. Parle-nous de ta carrière, du Chelsea aussi, à Versailles. Je suis mal exprimé, pardon. Le CECI. Centre des hautes études du cyberespace. Et puis après, de voir en quoi on peut innover dans ce domaine qui est stratégique, de cybersécurité. Voilà, à toi. Alors, donc, nous sommes connus Eurolink. Eurolink, c'est une petite association, mais comme on peut dire, justement, c'est les petits Mickey qui n'ont pas peur des gros, car elle a été fondée en 2002 ou 2003, je ne sais plus, et elle a été fondée pour être l'association représentant la France auprès des Nations Unies lorsqu'il y a eu les premières négociations dans le cadre des Nations Unies sur l'Internet. C'est énorme. Bon, ouais. C'est absolument énorme. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que pendant des années et des années, presque jusqu'à aujourd'hui, elle était la seule représentante tous les ans dans les grandes réunions internationales, parce que le gouvernement français aime bien faire la chaise vide, et ce qui permet ensuite, 3 jours après, de faire un communiqué pour dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qui a été dit ou décidé. Mais on n'est jamais très bien écouté lorsqu'on fait la chaise vide, bien entendu. Alors Eurolink a été le bon petit soldat, qui a tout le temps été présent, et qui a été créé non pas pour être un bon petit soldat, mais pour vraiment défendre les intérêts de tout un chacun, et la liberté également sur l'Internet. Et tout est parti sur la question des langues et du langage, puisque au départ, dans les années 2000, les Américains ont imposé leur modèle, et ils ont dit l'Internet, il se fera en anglais, et donc on oublie les langues déjà d'un point de vue oral, voilà, et au point de vue écrit c'est encore pire, puisque eh bien, les caractères accentués, par exemple en français, ça n'existe plus, et je ne vous parle pas des autres langues, et des petites langues, et des dialectes, où ça a carrément passé à la trappe. C'est de là qu'est né Eurolink, qui est ce moment en France, avec un certain nombre d'autres associations équivalentes. Il y en a dans beaucoup de pays. Je pense aussi bien des pays comme l'Inde que la Belgique. Enfin, on a des choses où certains pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud, etc., etc. Donc c'est un mouvement, on va dire, militant. Et l'un des combats qui est arrivé assez vite, c'est qu'à cette période, les Américains ont créé un annuaire des sites internet, c'est-à-dire que les sites internet
Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, quand vous tapez une adresse, mais si vous tapez Le Bon Coin, en réalité, c'est transformé en une suite, c'est comme un numéro de téléphone, en une série de nombres. Ce sont des numéros assez longs, assez difficiles à retenir. Donc, on a créé des annuaires. Sauf qu'il y a une association américaine qui est sous tutelle du ministère du Commerce, qui a décidé de s'approprier ça, et de s'approprier tous les noms de domaine. C'est l'ICANN. C'est l'ICANN, l'ICANN dont il s'agit, et qui est une association soi-disant à but non lucratif, mais qui est sous tutelle du ministère du Commerce américain, et pour lequel, si vous faites une demande de nom de domaine, premièrement, vous n'en serez jamais propriétaire, et deuxièmement, vous allez payer la location, ça coûte extrêmement cher. Voilà. Et puis la cerise sur le gâteau qui est arrivée depuis la fin de cette année, c'est que l'ICANN a été entièrement piraté. Tout a été volé de fond en comble sur les différents serveurs à travers le monde. Et donc, ils se sont trouvés que la catastrophe que nous, on annonçait depuis longtemps et qui vient de se produire, avec les sites, on ne sait plus si on a affaire à un vrai site ou un faux site, puisque comme ils se sont fait pirater toutes les clés de tous les sites du monde, on a bien une catastrophe. Alors, Eurolink a proposé une solution dans lequel on devient soi-même propriétaire de son site, et surtout on peut disparaître des écrans radars et éviter pas mal de soucis comme ça. Et c'est OpenRoute. C'est OpenRoute dont il s'agit. Les racines ouvertes en français. D'accord. Voilà. Alors, en ce qui me concerne... Alors, ta carrière. Oui, moi ma carrière... Très bien, mais cette présentation d'Eurolink, c'est... J'ai démarré dans le monde des télécoms. Enfin, moi je suis tombé tout petit dedans à travers la radio en particulier. Enfin bon... et puis j'ai démarré une carrière chez Alcatel, etc. Et j'ai bifurqué vers l'aéronautique. Et j'ai travaillé comme ça pendant une douzaine d'années dans beaucoup de pays où j'étais détaché, en général un peu seul dans le monde, mais dans des endroits assez sensibles ou stratégiques, puisque je suis un civil qui a fait 3 guerres. Donc j'ai pu malheureusement voir des choses que je ne souhaite jamais voir ici. Quelle guerre ? Eh bien, la première, c'était la guerre du Liban. Moi, j'étais avec les Syriens. La deuxième, c'est la guerre Iran-Irak. Là, j'étais avec les Irakiens, côté irakien. Et la troisième, c'était la guerre du Tchad. Et j'étais en Libye avec l'armée de l'air libyenne. Voilà. Donc, mais ça, c'était sous Alcatel, non? Ou c'était un autre contrat? Non, ça, j'étais dans une autre société. Ouais. Je n'ai pas besoin de la nommer ici, c'est grande société française, donc pas besoin de la nommer. Et j'ai fait une carrière pendant 13 ans dans cette société. Et puis, à un moment, j'en suis sorti. Et là, je suis retourné, j'avais fait ça chez Alcatel, dans la sécurité physique électronique, c'est-à-dire la protection des grands sites. Et j'ai même monté une société que j'ai fait tourner pendant 11 ans dans l'ouest de la France, plus une autre dans le sud-est asiatique, pour travailler sur ces questions-là. Et au bout de 10 ans, je me suis rendu compte que je n'étais pas un bon chef d'entreprise, donc j'ai cédé ma société et je suis allé rejoindre la filière électrique dans les grandes organisations professionnelles parisiennes et dans la normalisation mondiale. En particulier, j'ai participé à la normalisation des réseaux Ethernet, pas de l'Internet, mais des réseaux Ethernet, et ce qui m'a permis de connaître les grands fabricants mondiaux de ce qui fait l'actualité aujourd'hui, et les patrons de laboratoires ou même les dirigeants de société, je dirais pour le meilleur et pour le pire. Enfin bon, c'était c'est un très, très beau parcours, et puis varié. Donc en voilà. fait, et puis, donc, j'ai la chance d'être retraité, mais j'ai gardé, donc j'ai fait il y a quelques années, en complément de ce que je fais dans la protection physique, ça s'appelle la protection situationnelle, la prévention situationnelle, ce qui m'a d'ailleurs fait que j'enseigne ce domaine d'ailleurs auprès des forces de police, de gendarmerie et des unités spéciales. Bon, j'ai vu arriver ces questions de cybersécurité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait faire évidemment des systèmes de protection électronique des sites, qui marchent très bien, sauf que je me suis rendu compte qu'on était rendu à faire des colosses au pied d'argile, puisque à partir du moment où on a relié, interconnecté les sites, eh bien, on avait des failles extraordinaires dans la cybersécurité.
Pourquoi on a ces failles? Là, je vais revenir là-dessus, parce que c'est aussi ce qui va nous permettre d'avancer vers l'innovation. Ah, alors, transition. là, aujourd'hui, l'Internet qu'on a, faut pas croire que c'est moderne. D'ailleurs, faut toujours se méfier des choses modernes. Je vois, j'ai travaillé par exemple dans l'éclairage à LED. Il faut savoir que cette fonction de photo diode et tout ça, ça a été découvert en 1906. Donc il y a aujourd'hui des gens qui vous disent qu'ils ont inventé ça il y a 10 ans. Non. Comme beaucoup de choses, il y a... Là, tu es en train de faire le parallèle entre la fée électricité et la fée numérique, qui se cherche encore. Exactement. Hein. Alors, l'Internet, la clé de voûte, bah justement, on l'a avec Louis Pouzin qu'on a à Eurolink, c'est lui qui a créé le concept clé de voûte, qui s'appelle le datagramme, et tout ça, il l'a conçu dans les années 70, et les Américains lui ont piqué fin des années 70, et c'était en plus un modèle bêta qui n'était pas le bon modèle, qu'ils ont piqué, et tout ça a été conçu pour des réseaux à quelques milliers d'utilisateurs. Or, bah aujourd'hui, c'est plus des milliers, c'est des milliards. Avec l'Internet des objets, etc., etc. Ah oui, alors là, ça va être encore pur, ça va être des dizaines de milliards. Ouais. Et on a toujours cette architecture qui a été mal construite, fragile, qui a donc, maintenant, vous faites le compte, qui a plus de 50 ans, et qui n'a pas été bougée. Alors, par contre, il y a autour... Tu vas nous parler de RINA ? D'abord, autour de l'Internet, savoir que c'est construit, c'est devenu un château de cartes qui est quand même prêt à s'effondrer, puisque toute la construction faite depuis le datagramme, elle a fait l'objet de nombreuses modifications. Ces modifications ne sont pas faites sous forme de normes, mais ce sont ce qu'on appelle des RFC, ce qui veut dire Request for Comments, et donc ce ne sont pas des normes. Et aujourd'hui, le drame, c'est que l'Internet est construit avec plus de 8000 RFC. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, il y en a qui servent, il y en a qui ne servent pas. Mais on arrive véritablement à un truc complètement dingue et ingérable. Donc c'est pour ça que ceux qui ont conçu, que ce soit Louis Pouzin ou ses collègues américains qui ont conçu l'Internet qu'on connaît, ils tirent tous la sonnette d'alarme en disant on ne peut pas continuer comme ça. D'ailleurs, vous le voyez bien, parce que si on a toutes ces questions de virus, eh ben, c'est parce que dès le départ, ça n'a jamais été conçu pour ça. Et notre Internet, c'est un immense gruyère plein de trous dans lequel on peut mettre plein de souris. Tu es en train de nous dire que, à la limite, ces problèmes de cybersécurité, c'est structurellement que le modèle est fragile. Absolument. C'est intrinsèque au modèle existant. Et c'est ça le problème. Ça veut donc dire qu'il faut aujourd'hui, si on veut faire quelque chose de propre, eh bien, il faut partir sur autre chose. Sur autre chose, et c'est ce que font les vieux, que ce soit donc Louis Pouzin qui a créé le datagramme, et John Day qui est, c'est celui qui a fait le premier réseau militaire américain sur la base du datagramme qui s'appelait l'ARPANET. Et bien John Day, c'est lui qui a repensé à tout ça, aux différents modèles, parce que les choix qui ont été faits dans les années 70, ce n'étaient pas des choix uniques, il y avait plusieurs solutions possibles. C'est un choix qui a été fait d'une façon relativement empirique, qui a bien convenu aux Américains, parce qu'ils se sont dit c'est facile à contrôler, on pirate comme on veut, on est tout seul, sauf que malheureusement, à un moment donné, il n'y a pas que les Américains qui savent réfléchir. Et c'est pour ça qu'on arrive dans une situation où on trouve aujourd'hui des enfants de 10 ans qui sont des pirates, je vois dans le sud-est asiatique en particulier, qui sont des pirates remarquables. C'est quand même, voilà quoi, on en est rendu avec ubuesque. Ubuesque, voilà, c'est exactement ça. Parce que justement, eux, même à 10 ans, et puis ils ont fait vite leur métier peut-être, c'est justement, ils détectent toutes les failles du système structurel, c'est ça? Alors, ils ne détectent pas toutes les failles, ils en détectent une. Ils en détectent une, et puis qu'ils aient... généralement, ils ne sont pas tout seuls, ils ont des copains, et entre eux, ils savent s'échanger. Ah oui, alors d'autant plus, je le disais au début très modestement, au début, quand j'ai campé le décor, au début de cette vidéo, en fait...
il y a des puissances étrangères qui s'en servent. Je veux dire, en fait, Alors, bien sûr, on est passé d'un espèce de piratage où c'était des gens, il y a encore quelques années, qui avaient envie de nuire, quoi, qui faisaient le challenge de pénétrer une grande banque ou une institution. Et puis maintenant, il y a un systématisme. Et on a des puissances, dans le cadre de la guerre économique, il y a des puissances qui se servent. Et puis il y a des spécialistes qui se mettent, notamment, on peut le citer, hein, la Corée du Nord ou autre. C'est ça. Alors, de toute façon, on peut dire que l'Internet a été totalement dévoyé par les GAFAM, puisque... les GAFAM, pour l'auditeur, Google, Amazon, Facebook... Microsoft. Et Microsoft. Ouais. Alors, les GAFAM, ils sont partis dans des programmes de développement artificiel, en partie de l'intelligence artificielle, mais pas seulement, et ils font faire leur développement par de la main-d'œuvre sous-payée à pas cher, que ce soit en Afrique ou dans le sud-est asiatique. Et en particulier, bon, c'est là où c'est le gros paradoxe de l'intelligence artificielle, où quand on dit artificiel, ça n'a rien d'artificiel, parce que vous avez des milliers ou des millions de gens aujourd'hui qui sont payés à cliquer pour reconnaître sur 100 photos les 3 ou 4 photos de chats, enfin c'est un exemple que je donne, mais c'est à peu près ça. Donc l'intelligence artificielle qui va reconnaître des photos de chats, elle le fait parce qu'il y a des hommes qui ont dit ça, ce sont des chats. Donc ça n'a rien d'artificiel. Par contre, ces gens-là sont payés un dixième ou un centième d'euro pour faire ça. Et donc on a complètement, on va dire, dévoyé l'Internet en faisant ça. Et ces gens qui font ça ne sont pas forcément des crétins, au contraire. Et ils se sont dit, on peut peut-être aussi gagner de l'argent autrement. Et d'où, voilà, ce qui se passe. Et évidemment, quand certains groupes qui faisaient des groupes mafieux ou des États leur disent, bah là, on leur fait miroiter des billets de 100$ pour donner un petit coup de main, vous pensez que, comme ils sont payés des centimes ou des millimes, ils vont pas hésiter. Voilà, hein, c'est des gens qui ont faim et c'est ça qui se passe. Hein. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a comme parade? Eh bien, c'est ce que proposait John Day, là, dont je vous parlais avant. C'est de repartir sur concevoir un Internet plus solide. Alors, l'idée, c'est évidemment, on ne va pas tout mettre à plat et faire un jour l'an 01. Ça semble impossible. Par contre, ce qui est proposé, c'est justement ce protocole RINA, qui est donc un protocole récursif, qu'ils ont mis au point, qui est quelque chose de relativement simple. Et l'idée, bon, je vais simplifier évidemment, c'est de créer, que ce soit des applications ou des séquences, qu'on pourrait appeler des bulles. Ce sont des bulles qui sont fermées. Des bulles, elles sont fermées, mais elles sont extensibles. Alors une bulle fermée, pourquoi ? Ben, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer dans la bulle si vous n'êtes pas à l'intérieur. C'est-à-dire que vous rentrerez dans la bulle si quelqu'un de l'intérieur vous y invite, pas autrement. Donc, on a véritablement la possibilité avec RINA de sécuriser totalement. Et ces bulles, on peut donc en construire des chapelets, on peut les faire grossir, les faire diminuer, etc. etc. et donc les installer progressivement dans le TCP/IP, dans l'Internet d'aujourd'hui, pour arriver à l'effacer. Ça, c'est quand même une piste qui est très intéressante et qui démarre. Alors, il y a un pays qui vient de se lancer à fond là-dedans, qui est l'Arménie, qui a décidé de faire comme l'Estonie l'a fait pour le numérique. Et ben oui, ils viennent de décider de faire un énorme plan avec tous les organismes de l'État de s'y mettre pour développer RINA. Ils veulent être la nation RINA. Et je pense qu'ils vont y arriver. Et à ce moment-là, les entreprises privées qui sont sur leur territoire, par exemple, dans un premier temps, se convertiront également à cet Internet RINA. On peut l'espérer. Effectivement, la spécificité de l'Arménie, c'est un pays qui a une histoire tragique, ouais. Et de ce fait-là, qui, contrairement à l'Estonie, dispose d'une diaspora phénoménale. Je crois qu'il y a même, j'ai dit une bêtise, mais je crois qu'il y a plus d'Arméniens qui vivent hors d'Arménie qu'en Arménie. Et de ce fait-là, mais par contre, ces gens-là sont toujours très fidèles et gardent un lien toujours important avec leur pays. Il y en a un certain nombre qui ont fait fortune dans les différents pays, que ce soit en Amérique, en Asie ou en Europe, au Moyen-Orient d'ailleurs.
Ils investissent sur ce ils projet. ont décidé d'investir sur celui-là. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment à la fois dans du public, du privé et de l'universitaire. On a vraiment les trois déclinaisons. Ça, c'est quand même grâce à l'ambassade, d'une part, de Louis Pouzin, oui, qui a été lui-même choisi, parce qu'en fait, Pouzin Society, c'est ce qu'a choisi John Day de RINA. Oui, c'est-à-dire le C'est quoi Pouzin Society? La Pouzin Society, Ouais, c'est The Pouzin Society. Ouais. C'est en fait, c'est le site internet de John Day. Donc vous voyez, c'est quand même dans John Day, comme je dis, c'est lui qui a créé le réseau militaire internet premier, l'ARPANET, hein, et c'est un chercheur du MIT avec lequel Louis avait travaillé quand ses jeunes années, il était au MIT. Hein. Donc voilà. Il y a aussi toujours, il y a quand même un truc qui ne nous a pas trahis dans la technologie. Je reviens à ça, dans les choses qui nous viennent de cette époque-là, aussi sur lequel Louis, c'est beaucoup moins connu, mais dans lequel il a été le personnage clé, et ben c'est le système d'exploitation Unix, puisque c'est Louis qui a inventé le concept qui est au cœur de l'Unix, qui s'appelle le shell. C'est pas connu, mais c'est Louis Pouzin qui l'a inventé. Voilà. Alors je vous parle de ça parce que l'Unix, c'est quand même quelque chose qui marche très bien. Il faut dire que dès le début, c'était conçu comme quelque chose de transparent et ouvert, sauf peut-être là où il y a eu un gros raté, il a été économique, c'est dans les années 81-82, quand IBM a sorti ses PC, où ils ont choisi Microsoft et le DOS, au lieu de choisir une version Unix pour microprocesseurs. Et ça nous a fait perdre 20 ans sur l'informatique. On aurait gagné 20 ans si on n'était pas passé par Microsoft et qu'on était allé directement sous Unix. Voilà. D'accord. Donc toi, le projet RINA, t'y crois intellectuellement. Alors il y aura peut-être aussi des rapports de force, mais de toute façon, même les Américains, leur forme, tu l'as bien dit, d'Internet actuel, c'est-à-dire en fait une forme de saturation d'une part, et puis une fragilité d'autre part. Hein, donc on est vraiment au cœur quand même de la discussion. On a parlé de RINA, mais c'est parce que c'est complètement lié au problème de sécurité. Alors Louis, avec qui je parle, Louis Pouzin, a toujours, comment dirais-je, la modestie et l'objectivité du chercheur. Donc par exemple, quand je lui dis, est-ce que c'est quand même sûr, il me dit, plus sécurisé, il me dit, un système n'est jamais sécurisé à 100%, il semble quand même que ce soit beaucoup plus sécurisé. Mais oui, puisque comme je l'ai mentionné tout à l'heure, cette notion, on va dire, de bulle, déjà, personne de l'extérieur ne peut rentrer dedans. Alors maintenant, c'est vrai, vous qui êtes dans des entreprises, vous savez très bien que dans l'entreprise, il peut y avoir un collaborateur malveillant. Ça, effectivement, on n'échappera jamais, ce qui fait que, voilà. Mais enfin, on a quand même une possibilité de cloisonner qui n'existe pas dans l'Internet d'aujourd'hui. Et deuxième chose, alors qui va rejoindre le coup justement de l'adressage, du plan d'adressage, c'est que pour passer de RINA au TCP/IP, eh bien, on va utiliser les racines ouvertes et c'est ce que une menace a été détectée. Et c'est ce qui est aussi la beauté du système, c'est qu'on va avoir besoin des racines ouvertes pour passer de RINA au TCP/IP, aux racines, on va dire, fermées de l'ICANN. Voilà. Donc, les deux se rejoignent. Alors, les racines ouvertes, je vais quand même en dire un mot, parce que si vous êtes dans une entreprise et vous voulez... Là, on parle d'OpenRoute. Hein. OpenRoute, oui. Il n'y a pas que OpenRoute qui traite des problèmes de racines ouvertes, mais il se trouve que OpenRoute est une société, on peut inviter le spectateur à se rendre sur le site OpenRoute, dont nous sommes, Luc et moi-même, actionnaires d'ailleurs. Non, moi je ne suis pas actionnaire. Petite nuance. Enfin, tu es. Ben, moi, je suis sympathisant parce que techniquement c'est une chose qui change vraiment les règles. Et là en termes d'innovation, alors voilà, l'intérêt d'OpenRoute, qu'est-ce que c'est? C'est que vous avez une société, vous travaillez par exemple sur plusieurs pays, ou même sur plusieurs villes en France, vous échangez au sein de votre société un certain nombre d'informations que vous ne souhaitez pas sortir à l'extérieur. Et là, vous passez par un plan d'adressage en racines ouvertes
vous échappez totalement aux écrans radars, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, vous avez, je dirais que vous avez plus que 10% maximum de chances d'être piraté, vous échappez à 90% des virus et des attaques que vous avez autrement. Donc c'est déjà une énorme... voilà. Parce que vous pouvez être invisible. C'est une des beautés du système, c'est d'être invisible, puisque je vous ai dit,